Elle l'a dit avec un sourire en coin. Pas de cruauté, pas de malice. Pire. Un mépris désinvolte. Oh, il est juste là. Comme si j'étais un porte-manteau. Une note de bas de page. Un bruit de fond dans son ascension polie. Nous étions au milieu de leur pendaison de crémaillère, dans leur maison aux allures de mausolée en verre marbré. Sa nouvelle entreprise venait de relocaliser son siège régional. Son nouveau patron, celui avec les cheveux gominés et le sourire permanent, venait de terminer un discours sur la vision et la vélocité. Des investisseurs se pressaient, sirotant un vin qui coûtait plus cher que mon costume. Et quand l'un d'eux, un agent immobilier avec un bronzage de Rolex, m'a montré du doigt et a demandé « C'est votre mari ?» elle a éclaté de rire « Oh, il est juste là. » Et juste comme ça, mon mariage est devenu une plaisanterie. Je n'ai pas dit un mot, je n'ai pas souri, je n'ai pas tressailli. J'ai posé mon verre, j'ai hoché la tête comme si j'allais aux toilettes, et j'ai traversé les portes coulissantes pour sortir dans la nuit. La pelouse était éclairée par de petites lampes solaires. Sa voix a fait l'écho derrière moi. Quelque chose à propos de la synergie. Je pouvais encore sentir son parfum dans l'air frais. J'ai sorti mon téléphone. Un seul numéro. Aucune hésitation. Il est temps, ai-je dit. Mon avocat, Monsieur Dubois, a répondu. Le temps de quoi? Annuler l'acquisition. En invoquant un conflit d'intérêts. Une pause. Puis, vous êtes sérieux? Elle travaille là-bas maintenant. Silence. Le genre où les avocats recalculent les chiffres dans leur tête et essaient de ne pas avoir l'air trop pressés. Monsieur Dubois s'est raclé la gorge. Clause 14b. Clause 14b, ai-je confirmé? Laissez-moi faire une pause ici un instant parce que si vous êtes arrivé jusqu'ici, oui, vous qui faites défiler pendant votre pause déjeuner ou écoutez en conduisant. Plus de 90% d'entre vous ne suivent pas. Et je comprends. Mais cela aide vraiment l'équipe si vous appuyez sur ce bouton d'abonnement. Nous mettons tout notre cœur dans des histoires comme celle-ci. Alors, si vous êtes là, restez. Maintenant, retour au patio. J'ai terminé l'appel par 2 mots. Faites du bruit. Je suis resté là un instant, observant ma respiration s'embuer dans l'air et mesurant le contraste saisissant entre leur arrogance surfinancée et la réalité qui allait s'effondrer de côté. L'entreprise qu'elle avait rejointe avec jubilation, triomphe et arrogance était à 2 semaines de finaliser l'acquisition de son joyau, une plateforme d'optimisation logistique qui allait révolutionner tout leur back-end. Automatiser les expéditions, éliminer les pertes, prévoir les dépenses de carburant à leur prêt, la plateforme que j'avais construite, la plateforme que j'avais concédée sous des règles de transfert strictes, et la plateforme même maintenant gelée parce que mon épouse, dans sa hâte de gravir les échelons, avait oublié que les échelons ne fonctionnent que si quelqu'un les tient fermement. Je suis retourné à la fenêtre. Personne ne m'avait manqué. Elle riait de nouveau. Sa main a effleuré la manche de son patron. Il a souri. Trop proche. Trop à l'aise. Cela m'a frappé à cet instant. Non seulement la trahison, non seulement le manque de respect, mais la performance. Elle avait réécrit le récit de sa vie, et je n'étais plus un chapitre. J'étais une note de bas de page, une apparition non créditée. Bien, qu'ils portent un toast à leur future domination. Qu'elle sourit à travers son histoire sur la construction à partir de rien. J'avais fini de réagir. Plus de combat, juste des décisions. Froides, légales, définitives. Je me suis retourné et je me suis dirigé vers la voiture. Pendant qu'elle portait un toast à la synergie à l'intérieur, j'ai fait exploser la clause 14b à l'extérieur. Au matin, elle ne rirait plus. Au lundi, leur équipe d'acquisition serait en mode panique totale. Et la prochaine fois que quelqu'un demanderait « c'est qui lui ?», elle s'étoufferait sur la réponse. Il y a 10 ans, je dormais 4 heures par nuit et mangeais tout ce qui ne nécessitait pas d'assiette. Elle était encore à l'école, 2e diplôme, dans un autre état, et j'étais plongé jusqu'au cou dans les données d'entrepôt, construisant quelque chose dont je ne savais même pas encore la valeur. Je n'avais pas d'équipe. J'avais un ordinateur portable avec une charnière cassée et un tableau blanc couvert de flèches superposées. Ce que j'avais construit n'était pas tape à accent grave l'œil. Ça n'avait pas de nom cool, mais ça marchait. Ça permettait aux entreprises de logistique de taille moyenne de fonctionner comme Amazon. Équilibrage des stocks, routage des expéditions, courbe d'efficacité énergétique, des trucs ennuyeux pour la plupart, mais pas pour les gens qui perdaient de l'argent dans le fret.
Le logiciel prenait des décisions basées sur des variables du monde réel comme le poids, la fatigue du conducteur, les tendances de trafic régional et même les prévisions météorologiques. Ce n'était pas sexy. C'était juste brutalement efficace. Et puis je l'ai vendu discrètement. Droit de licence seulement. J'ai conservé la propriété sous une SARL que j'avais créée spécifiquement pour cela. Une entité fantôme qui existait dans un seul but, protéger la propriété intellectuelle et ses conditions de revenus. Clause 14b. Celle sur laquelle tout le monde manigance la rendait intransférable s'il y avait un lien direct entre ma SARL et un employé, un cadre ou un consultant de la partie acquéreuse. J'ai écrit cette clause moi-même dans un accès de paranoïa d'insomniaque. Je n'aurais jamais imaginé l'invoquer. Elle n'a jamais demandé d'où venait l'argent. Pas une seule fois. Elle a juste célébré le jour où son prêt étudiant a cessé d'appeler et a posté un selfie avec un mimosa légendé MBA, me voilà. Mallette étincelle. Je me souviens d'être assis en face d'elle à ce brunch. Elle portait ses lunettes de soleil qui la faisaient ressembler à quelqu'un que je n'avais pas encore rencontré. Cet argent venait du premier contrat de licence, un terme de 5 ans avec un transporteur régional basé à Lyon. J'ai utilisé le deuxième contrat pour couvrir notre apport. Le troisième contrat a payé l'intégralité de ses frais de scolarité. Et pourtant, elle n'a jamais demandé pourquoi je ne me plaignais jamais des coûts. Cela ne me dérangeait pas à l'époque. J'étais fier. Je voulais qu'elle réussisse. Mais maintenant elle travaille pour une entreprise qui vient de passer 6 mois à négocier une acquisition qu'il croit être propre. J'ai regardé leur présentation il y a 2 semaines. Le PDG parlait de pivot back-end intelligent et de technologies de routage propriétaire qui deviendraient la norme de l'industrie. Ils avaient une diapositive de feuille de route. Ma feuille de route, codée par couleur, volait à un livre blanc que j'avais écrit il y a 7 ans, et elle a rejoint leur équipe produit le mois dernier juste à temps pour être affectée au déploiement de l'intégration. Imaginez ça. Bien sûr, personne dans cette salle ne sait qui possède réellement les droits de licence. Ils ne connaissent pas la clause. Ils ne savent pas qu'en vertu du code de commerce, tout conflit non divulgué avant la due diligence annule un accord en cours et déclenche une responsabilité personnelle si des dommages surviennent après la mise en œuvre. Mais je sais, et mon avocat sait. Et maintenant, grâce à ce rire méprisant à la fête, la clause qui prenait la poussière est sur le point de devenir une boule de démolition. J'ai passé la matinée suivante à éplucher nos documents, les termes de licence originaux, les avenants, les renouvellements automatiques, les pistes de mai, le compte de profit et perte de la SARL. Tout y était, preuve de propriété tranquille et ennuyeuse. Elle n'a jamais rien vu de tout cela. Elle était trop occupée à jouer une nouvelle version d'elle-même. Ce n'est pas que je veuille la détruire. Cela suggérerait que je ressens encore quelque chose. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de correction. Je l'ai laissé construire une tour sur mes fondations. Elle a oublié de vérifier qui détenait encore le titre de propriété. Que son patron fasse ses coups. Qu'elle brille lors des réunions d'équipe. Ils sont sur mon architecture. Et s'ils ne reculent pas, la clause 14b transformera leur acquisition de 6 mois en un embarras public en 6 heures. Le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils ne connaissent même pas mon nom. Le lundi matin, la salle de conférence sentait le café brûlé et le tonneur d'imprimante. Une odeur étrangement réconfortante étant donné que nous étions sur le point de faire exploser une bombe sous un accord à 8 chiffres. Maître Dubois était assis en face de moi, les manches retroussées, les lunettes posées bas sur le nez, parcourant une pile de documents d'acquisition comme un limier avec un diplôme de droit. Son bureau était dépouillé. Pas d'assistante, pas de machine à expresso, juste une immense bibliothèque pleine de codes d'état et une petite grenouille en céramique sur le rebord de la fenêtre. Il ne souriait que quand quelque chose saignait. Il a tapoté une page avec son stylo. Voilà. Clause 14b. 3e ligne. Je me suis penché. Mes propres mots d'il y a des années me regardaient en police courrier. Légèrement déformés par un mauvais scan. Dans l'éventualité où un employé, un cadre, un conseiller ou un parent immédiat de l'entité acquéreuse détient actuellement ou est destiné à détenir un rôle quelconque lié au produit du concédant de licence ou à son application. L'accord doit être formellement réévalué avant la clôture. Le défaut de divulguer une telle connexion annule ce contrat et invoque les droits de rétractation. Maître Dubois a levé les yeux, un sourcil levé. Vous voulez confirmer encore une fois quand votre épouse est arrivée à bord jeudi dernier? J'ai dit qu'il l'avait annoncé sur LinkedIn. Ravi d'accueillir Jeanne Mercier,
ancienne consultante en stratégie produit, qui nous rejoint désormais en tant que directrice du développement de la plateforme. Hilary. Ils se vendent toujours en ligne avant de vérifier les mines sur le chemin. J'ai glissé un dossier sur la table, son dossier d'intégration, son NDA, son contrat de travail, des captures d'écran internes de Slack. Elle était déjà impliquée dans l'équipe d'intégration dans les 48 heures. Elle est même répertoriée comme partie prenante sur leur tableau Jira. Maître Dubois a expiré lentement, donc, ils l'ont fait à la fois une décisionnaire et un risque de divulgation la même semaine. Des amateurs et ils pensent qu'ils achètent mon code. Il a fait un petit signe de tête admiratif. Eh bien, plus maintenant. Il a pris son téléphone et a appelé sa parajuriste, Madame Martin. Envoyer l'avis de suspension formelle à l'entreprise. Citer la violation de la clause 14b, conflit d'intérêts dû à l'emploi non déclaré de l'épouse. Effet immédiat. Demande de rétractation complète. Urgence commerciale. Je me suis calé dans la chaise, les mains jointes, le pouls régulier. C'était le point de non-retour. Pas seulement légalement, mais psychologiquement. Une fois que Maître Dubois aurait envoyé, les rouages commenceraient à tourner. Les avocats se réveilleraient en sueur froide. Les canaux Slack seraient renommés. Les calendriers deviendraient sombres. Et son nom souriant et propice aux relations publiques serait le mot-clé qui déclencherait tout. Vous voulez que je les informe en douceur, a demandé Maître Dubois. Ou que j'aille droit au but? Je n'ai pas hésité. Droit au but. Nous avons regardé l'ébauche de l'email apparaître sur l'écran partagé. Ligne d'objet, urgent. Violation de la clause 14b. Action immédiate requise. À l'intérieur, un langage clair, pas d'accusation, pas de menace, juste des faits. Et en bas, une ligne que j'avais écrite moi-même il y a près d'une décennie. La rétractation sera considérée comme formelle des réceptions numériques. La propriété reste avec le concédant de licence jusqu'à ce que la renégociation soit approuvée. Maître Dubois a appuyé sur envoyer. C'était tout. Juste un clic, pas de feu d'artifice, pas de cri. Mais quelque part à ce moment-là, probablement un stagiaire chez l'entreprise recevait une alerte qu'il ne comprenait pas. Un chef de projet voyait un événement de calendrier intitulé « Suspension d'acquisition appel d'urgence » et un cadre dans un bureau d'angle en hauteur jetait un coup d'œil à son téléphone avec cette sensation lente et rampante que quelque chose s'était très mal passé. De retour dans notre petite pièce tranquille, Maître Dubois s'est penché en arrière, satisfait. Ils essaieront de blâmer quelqu'un. Finalement, ils remonteront jusqu'à elle. Et quand ils le feront, ai-je dit, ils demanderont pourquoi elle n'a jamais divulgué que son mari était l'architecte original. Ce qui, a ajouté Maître Dubois, va sonner particulièrement mal quand ces messages Slack mentionnent votre nom comme si vous étiez un codeur raté qui a eu de la chance avec une SARL. J'ai souri lentement et régulièrement. Ce n'était jamais de la chance. Il a hoché la tête. Domino 1. Maintenant, nous attendons. Sauf que je n'avais pas l'intention d'attendre. J'avais l'intention de rentrer chez nous ce soir comme si rien ne s'était passé. De rester dîner pendant qu'elle me racontait le drame de l'intégration et la nouvelle politique logicielle. Et j'acquiescerais, peut-être même je verserais du vin, la laisserais parler, la laisserais se vanter, parce que le piège n'était pas seulement légal. Il était personnel. Et la seule chose plus satisfaisante que de les voir s'agiter était de savoir qu'elle ne le verrait même pas venir avant qu'il ne soit trop tard. Elle est rentrée ce soir-là, pratiquement en vibrant. Ses talons claquaient sur le parquet comme des applaudissements, son manteau encore balançant sur une épaule alors qu'elle entamait un monologue à mi-chemin de la porte d'entrée. « Tu ne croirais pas à quelle vitesse ils avancent » a-t-elle jailli. Ils m'ont déjà mise au courant du calendrier de déploiement. Ils ont dit que j'avais une autorité naturelle dans la pièce. Je suis resté près de la cuisinière, remuant le risotto aux champignons, son plat préféré. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas souri. J'ai versé le bouillon lentement, silencieusement. Ils appellent ça projet défense, a-t-elle dit, assise sur l'îlot de la cuisine comme elle le faisait toujours quand elle était en mode campagne. Je sais, non terrible, n'est-ce pas? Mais les chiffres sont fous. Le CTO m'a dit officieusement que ce truc est censé réduire les coûts d'exploitation de 38% en un an. 38%? C'est des centaines de millions. Elle s'est versée du vin, sans demander si j'en voulais. C'était devenu une routine ces derniers temps. De petites choses qui étaient autrefois des signes de partenariat, maintenant remplacées par son élan. Ils n'ont aucune idée de ce qui les a frappés,
a-t-elle dit, souriant au-dessus du verre. Ils pensaient qu'ils embauchaient une stratège de niveau intermédiaire. Une semaine et je dirige déjà les appels d'implémentation. J'ai hoché la tête. Bonne initiative. Elle n'a pas saisi le ton. N'a pas entendu le léger murmure sous ces deux mots. Bonne initiative pour moi. Parce que plus tôt ce jour-là, pendant qu'elle était occupée à éblouir la moitié de l'entreprise, l'équipe juridique de ma SARL avait envoyé une lettre de mise en demeure à leur fournisseur de développement back-end. Langage simple, très spécifique. Toute implémentation, intégration ou utilisation dérivée de l'API connue en interne sous le nom de plateforme défense doit être immédiatement arrêtée en attendant un examen juridique de la conformité des licences et de l'enchevêtrement de tiers tel que défini à la clause 14b. J'aurais pu lui dire ça. J'aurais pu rester dans la cuisine, lui jeter une copie, regarder son visage se relâcher, mais à quoi bon? Elle ne réalisait même pas que le contrat sur lequel son entreprise comptait provenait de notre compte bancaire. Elle ne réalisait pas que l'homme qu'elle avait publiquement minimisé était le même homme qui avait écrit l'algorithme même qu'elle essayait maintenant de renommer sous leur bannière d'entreprise. Elle était enivrée par la proximité, les titres, le buzz de LinkedIn, les applaudissements internes de Slack. Ce regard dans ses yeux. C'était quelqu'un qui croyait avoir enfin laissé l'ancienne vie derrière elle. Moi inclus. Ça va, a-t-elle demandé, glissant du comptoir et s'approchant. Tu es silencieux. Longue journée, ai-je dit. Elle m'a embrassé sur la joue comme quelqu'un qui signe un email. Pas vraiment présente, pas vraiment voyante. Tu vas rire, a-t-elle ajouté, s'appuyant contre le réfrigérateur. Mais tu sais ce logiciel avec lequel tu t'amusais, le planificateur d'itinéraire, MHM. Eh bien, c'est fou. Le moteur principal de tout ce projet, il est presque identique à ce que tu as construit. Je veux dire, ils l'ont affiné évidemment, mais quand même, c'est comme un déjà-vu. Bizarre, non? Je me suis permis de sourire. Un petit sourire. Bizarre. Elle a jeté ça comme si c'était une anecdote. Comme si elle venait de repérer mes initiales sur un panneau de rue. Et c'est là que j'ai su que je n'avais pas besoin d'élever la voix ou de menacer. Je n'avais pas besoin de l'exposer ce soir. Elle était déjà enroulée autour de sa propre corde, parlant plus vite, rêvant plus grand, construisant une personnalité publique qui était sur le point de se fissurer. Elle n'a pas demandé ce que j'avais fait ce jour-là. Elle ne demandait plus jamais. Ni sur la SARL, la base de code, le nom que j'utilisais dans les contrats. C'était sa vraie erreur. Pas le dédain, pas l'ambition, pas même la manche du patron sur laquelle elle s'attardait. C'était d'oublier que le silence n'est pas le vide, c'est le stockage. Je me suis assis en face d'elle à table, lui étendu une assiette. Ils vont t'adorer, ai-je dit. Elle a souri comme si elle avait déjà gagné. Et de l'autre côté de la ville, dans une autre salle de réunion, un groupe d'hommes très nerveux examinait maintenant la lettre de mise en demeure, le visage pâle, se demandant comment il m'avait complètement manqué. La pièce était toute en verre et en chrome, des fenêtres du sol au plafond, une table polie de la taille d'un petit yacht, des bouteilles d'eau disposées comme des trophées. Elle ne s'attendait pas à cette réunion. Une minute, elle rédigeait des notes d'intégration avec son équipe. La minute suivante, on lui demandait poliment mais fermement de se rendre à la conférence. La salle qu'ils utilisaient pour les actionnaires et les crises. Elle le savait. Elle a essayé de cacher le changement dans sa posture en entrant. A essayé de garder le claquement de ses talons réguliers, sa mâchoire détendue. Mais au moment où elle a franchi la porte, la température a changé. Le PDG était déjà assis à la tête de la table, les mains jointes, la bouche serrée. Le directeur général était assis à sa droite, faisant tourner un stylo en cercle lent et méthodique. Le conseiller juridique était là aussi. Madame Roussel, avec un dossier rouge et une expression comme si elle avait déjà écrit la note de départ. Aucun d'eux n'a dit un mot. Son patron est entré le dernier. Il avait l'air anéanti, pâle, comme s'il venait d'identifier un corps. Il tenait son téléphone comme s'il était radioactif. « Fermez la porte, s'il vous plaît », a dit le PDG. Elle l'a fait. Son patron ne s'est pas assis. Ne l'a pas regardé. A juste posé le téléphone sur la table. A tapoté l'écran et a monté le volume. Ceci est une notification formelle de rupture contractuelle en vertu de la clause 14b telle que définie dans l'accord de licence de 2015 déposé par la SARL et Sentinel Shelf daté du 3 mars.
Toute implémentation en cours ou planification dérivée liée à la plateforme désignée ci-après comme défense doit cesser immédiatement. Le non-respect constituera un motif d'action en justice, y compris des pénalités rétroactives en vertu du droit fédéral de la propriété intellectuelle et des lois étatiques sur la divulgation. La voix était calme, clinique, mais finale. Elle a senti ses jambes faiblir. Quoi, a dit le PDG après l'enregistrement. Que fait encore votre mari? Elle a dégluti. Il dirigeait une petite entreprise technologique. Rien de majeur. Il l'a vendue il y a des années. Je n'ai pas pensé. Vous a-t-il déjà mentionné qu'il possédait l'API derrière le logiciel que nous avons passé 6 mois à préparer à acquérir? Son souffle s'est coupé. Je ne savais pas que c'était le sien. Son patron a finalement levé les yeux. Sa voix. La SARL est Sentinel Shelf. C'est la sienne, n'est-ce pas? Elle a hésité. Oui, je crois, mais il n'a pas travaillé là-dessus depuis des années. Il n'est pas impliqué dans ça. Le directeur général a fait tourner son stylo une fois de plus. Vous êtes répertorié comme partie prenante sur le tableau d'intégration de défense. Vous avez approuvé l'alignement back-end avec son code existant la semaine dernière. Je ne savais pas que c'était le sien, a-t-elle dit plus fort qu'elle ne l'avait voulu. Personne n'a dit que c'était lié. C'était juste des chaînes d'optimisation de logique de routage. Ce n'est pas marqué parce qu'il ne l'a jamais vendu avec une marque. L'avocate a coupé court. Finalement, nous avons examiné la licence originale. Elle a été anonymisée par des transferts de SARL, étanche sur la protection de l'identité, mais les mathématiques, la structure, c'est la sienne. Et votre nom apparaît sur 6 mémos internes faisant référence à cette implémentation comme héritage adjacent, ce qui est légalement suffisant pour établir la connaissance. Elle a secoué la tête. Non, je n'ai pas pensé. Il ne m'a jamais dit. Le PDG s'est levé lentement. Vous êtes marié depuis combien de temps? 8 ans. Et pendant ces 8 ans, vous n'avez jamais demandé d'où venait l'argent pour votre diplôme? Silence. Son patron s'est frotté le front. Il gèle le projet. Tout le déploiement est interrompu. Les investisseurs sont déjà en train de pinger. Le service juridique veut faire un audit de conformité complet, ce qui signifie qu'ils vont examiner chaque communication que vous avez eue avec l'équipe d'intégration et avec lui. Sa voix était faible maintenant. C'était juste des discussions de dîner. Je n'ai rien divulgué. Ce sera à eux de décider, a dit l'avocate. Mais je vous conseille de ne parler à personne d'autre de cela avant que nous ayons conclu l'examen interne, y compris votre mari. Ce dernier mot a atterri comme une gifle. Le mari, celui dont elle plaisantait, qu'elle repoussait, celui qu'elle avait qualifié il y a 2 jours de juste là. Maintenant, il était partout, dans leur serveur, dans leur contrat, dans leurs responsabilités légales. Il avait passé un appel silencieux et tout commençait à s'effondrer. Et elle a finalement réalisé quelque chose qu'elle aurait dû se souvenir depuis longtemps. Il n'était pas bruyant. Il n'avait pas besoin de l'être. Il devait juste attendre que le verre se fissure. Le communiqué de presse est tombé à 8h14 précise. Acquisition stratégique suspendue en attendant l'examen en raison de complexités contractuelles imprévues. Notre intégration de la plateforme défense sera temporairement interrompue pendant que des évaluations internes et juridiques seront menées. Nous restons engagés envers l'excellence opérationnelle et la transparence. Du jargon d'entreprise pour nous venons de marcher sur un champ de mine et quelqu'un va être blâmé. Elle a lu le titre sur son téléphone alors qu'elle était encore au lit. Son pouce planait sur l'écran. Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas cligné des yeux, juste fixé. Puis les emails ont commencé. Objet, urgent, suspension du projet défense. Objet, appel d'urgence, examen juridique. Objet, le saviez-vous? Elle se brossait les dents quand les messages Slack sont arrivés. Court, mesuré, mais indéniablement empreint de suspicion. Salut, j'ai vu le communiqué de presse. Ça va? Tu dirigeais l'implémentation, n'est-ce pas? N'étais-tu pas celle qui a intégré l'équipe de logique de routage? Elle n'a pas répondu. Pas encore. Elle devait se rendre au bureau. Régler ça en personne. Au moment où elle est arrivée, les murs de verre qui la faisaient autrefois se sentir importante semblaient maintenant avoir été conçus pour le confinement. Elle pouvait voir tout le monde, mais l'air entre eux était différent. Pas de salutation, pas de sourire.
Les gens détournaient le regard quand elle passait devant leur bureau. Son badge fonctionnait toujours, mais son poids autour de son cou était plus lourd qu'il y a 2 jours. Son patron l'a trouvée dans la salle de pause, versant du café éventé dans un gobelet en papier qu'elle ne voulait pas. Il n'a pas mâché ses mots. « Pourquoi n'avez-vous pas divulgué votre lien ?» Elle s'est figée. « Quoi ? À la plateforme, à l'API, à lui. » Je ne savais pas que c'était la sienne, a-t-elle dit trop vite. Jeanne, a-t-il dit doucement. Vous avez signé un formulaire de divulgation de conjoint il y a 2 semaines. Je ne me souviens pas de ça. Il a sorti son téléphone, a tapoté, lui a montré un document scanné avec sa signature en bas. Clause d'intégration standard 5.6 demande clairement tout lien familial ou conjugal connu avec des fournisseurs, partenaires ou entités liées à l'API sous examen d'acquisition. Vous avez répondu aucun point. Elle a senti son estomac se nouer. Je ne pensais pas que c'était important, a-t-elle dit. Je ne savais pas qu'il avait encore quelque chose à voir avec ça. Nous n'avons pas parlé de son travail depuis des années. Il n'a pas argumenté, l'a juste regardé comme un homme observant quelque chose se défaire en temps réel. Le conseil gèle toute votre implication dans les projets internes. Avec effet immédiat. Je suis désolé. Vous ne pouvez pas être sérieux. Le service juridique est sérieux. Les RH sont sérieuses. Les investisseurs sont en feu, Jeanne. Nous venons d'avoir une réunion d'évaluation basée sur un produit que nous n'avons peut-être pas légalement le droit de toucher. La seule raison pour laquelle ils n'utilisent pas encore des mots comme fraude est que nous enquêtons toujours. Je n'ai rien fait de mal, a-t-elle dit, essayant de retrouver la voix confiante qui charmait les salles. Elle est sortie faible, incertaine. Je ne savais pas ce qu'il avait encore. Mais vous saviez ce qu'il était, a-t-il dit, et cela a atterri comme un couteau. Vous n'avez simplement pas pensé qu'il comptait. Et puis il l'a laissé là, à moitié café, en pleine panique. Au déjeuner, son calendrier avait été vidé. Les invitations au projet révoquées. Les autorisations Slack mises à jour en silence. Son accès au tableau d'intégration de défense avait disparu. Toutes les communications internes impliquant la plateforme avaient maintenant une nouvelle étiquette, restreint, examen juridique uniquement, et elle était assise à son bureau, entourée de silence. Alors que le bureau avançait sans elle, la femme qu'ils avaient louée la semaine dernière était maintenant un fardeau que personne ne voulait toucher. Chaque conversation semblait à moitié assourdie quand elle passait. Le stagiaire qui lui demandait conseil ne la regardait plus dans les yeux. La directrice des ressources humaines lui a lancé un regard qu'elle ne pouvait pas vraiment déchiffrer, mais c'était plus de la pitié que de l'inquiétude. Et à travers tout cela, pas un message de sa part, pas un mot. Elle ne savait même pas où il était, ce qui, pour la première fois de leur mariage, la terrifiait. Elle est rentrée par la porte comme un orage qui avait perdu son tonnerre. Pas de claquement dramatique, juste une poussée silencieuse. Les clés ont à peine atteint le crochet. Son sac a heurté le sol avec un bruit sourd, et elle est restée dans l'entrée un instant de trop, comme si elle n'était pas sûre de toujours vivre là. J'étais dans la cuisine, une cafetière à piston dans une main, une tasse en céramique dans l'autre, calme, mesurée. La lumière du matin attrapait la vapeur s'élevant du comptoir comme quelque chose de sacré. Elle m'a aperçu, et un instant, son visage s'est froissé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis longtemps. La peur. Pas le genre larmoyant et dramatique, le genre silencieux. Le genre qui n'apparaît que quand quelqu'un réalise qu'il a dépassé la limite qu'il n'a pas pris la peine de voir. « Que as-tu fait ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai versé mon café, y ai mélangé un peu de cannelle, une habitude, et j'ai pris une gorgée. Puis je l'ai regardé, sans ciller. Tu as dit qu'il était juste là. Une autre gorgée. Alors, je suis parti. Elle a regardé autour d'elle comme si quelque chose dans la pièce allait confirmer que je bluffais, que les murs étaient toujours les siens. Le tapis, les œuvres d'art au mur, la bibliothèque en acajou qu'elle avait organisée pièce par pièce. Mais la différence n'était pas dans le mobilier. Elle était sur la table, un dossier, simple, de couleur crème, un de ceux que l'on trouve chez un notaire, étiqueté de mon écriture, transfert d'actifs. Ses mains ne bougeaient pas, mais ses yeux se sont fixés dessus comme s'il allait exploser. Je ne comprends pas, a-t-elle dit, la voix craquant sur le bord. Tu ne comprendrais pas, ai-je dit. Tu n'as jamais demandé. Elle s'est approchée lentement comme si elle avait peur qu'il disparaisse si elle clignait des yeux. Elle a ouvert le dossier,
a lu la première page, puis la seconde, puis est revenu à la première. Son souffle s'est coupé. La maison, la voiture, les comptes d'investissement, mon nom est seulement le mien sous l'entité de contrôle du trust. Une restructuration juridique datée de 3 mois auparavant, quand elle a commencé à agir comme si elle auditionnait pour un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Tu as tout déplacé. Oui. Ses mains tremblaient maintenant. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai fait, mais mon nom est dessus. Il l'était, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Le dossier contenait des dépôts notariés. Elle a reconnu le nom de mon avocat. Le même homme qui nous avait aidés à acheter l'endroit. Le même homme qui m'a expliqué la clause 14B pendant qu'elle était sortie pour choisir des échantillons de carrelage. J'ai payé l'apport, a-t-elle dit faiblement, cherchant un terrain qui n'existait plus. Avec de l'argent d'un contrat de licence dont tu n'as jamais posé de questions. Ce n'est pas juste. Juste aurait été l'honnêteté, ai-je dit, toujours doucement. Juste aurait été de ne pas prétendre que j'étais ton ombre pendant que tu jouais la visionnaire lors des dîners. Je n'ai jamais dit. Tu l'as dit avec ton ton, avec ton timing. Chaque fois que tu m'appelais juste là et devant quelqu'un que tu voulais impressionner. Elle s'est effondrée sur une chaise. La même où elle s'asseyait en parcourant les offres d'emploi, décidant quelle entreprise ferait le mieux sur son CV. Que se passe-t-il maintenant, a-t-elle murmuré. Cela dépend de ce que. Si tu es enfin prête à reconnaître le nom de celui qui a construit le sol sous tes pieds. Elle n'a pas répondu. Elle a juste fixé le dossier comme s'il avait des dents. Et d'une certaine manière, il en avait, car ce n'était pas seulement du papier. C'était la première fois qu'elle voyait par écrit les conséquences de me traiter comme un meuble. La réalité légale de ce qui se passe quand on oublie que les silencieux continuent de construire même quand on est occupé à se produire. La maison n'était plus la sienne. Ni légalement, ni émotionnellement. Et maintenant, elle a enfin compris. Le silence est une absence. Parfois, c'est une planification. Au mercredi, les appels ont cessé d'arriver. Correction, certains appels ont cessé. Ceux de son patron, des RH, de l'équipe d'examen interne. Ceux-là ont ralenti puis ont disparu complètement. Pas de mise à jour, pas de réunion, pas d'invitation à rejoindre le Zoom d'urgence où tout le monde sauf elle recevait les prochaines étapes. Mais le seul appel qu'elle a reçu venait de sa mère et il a frappé plus fort que n'importe quelle note de service des RH. Je viens de voir cet article. Sa mère a dit, pas de bonjour, pas de plaisanterie, juste un impact immédiat, comme une gifle à travers le téléphone. Est-ce vrai? Jeanne a fermé les stores avant de répondre. Quelle partie? Que le logiciel que votre entreprise a essayé d'acheter appartenait à votre mari? Qu'il a déposé un blocage légal et que l'accord est gelé? Jeanne a fait les 100 pas, c'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Sa mère a claqué. Vous êtes mariés. Il a payé votre MBA. Je vous avais dit de ne pas profiter de lui à l'époque. Jeanne a cessé de faire les 100 pas, de quoi parles-tu? Sa mère a ricané. Allons, Jeanne. Tu crois que j'ai cru que tu avais 2 emplois et que tu t'en es sorti sans dette de HEC? Tu crois que je n'ai pas remarqué l'appartement amélioré, les dîners, les frais de scolarité qui disparaissaient? Tu n'as jamais dit comment et j'ai arrêté de demander parce que je pensais que peut-être que tu avais enfin trouvé quelqu'un qui te soutenait. Il s'avère qu'il l'a fait. Et tu n'as même jamais demandé d'où venait l'argent. Jeanne n'a rien dit. Sa mère a expiré brusquement. Tu voulais un mari qui reste silencieux et applaudisse sur commande. Eh bien, tu en as eu un, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Puis est venu le clic de fin d'appel. Le coup suivant a été plus silencieux. Son groupe de discussion, autrefois animé de blagues internes et de photos d'espresso martini, était devenu silencieux. 3 messages non lus, tous d'elle, pas de réponse. Le dernier texte de quelqu'un d'autre daté d'il y a 5 jours, avant la pendaison de crémaillère, quand elle a posté une photo filtrée d'elle-même dans le miroir de l'ascenseur du nouveau bureau avec la légende « En mouvement fusée ». Maintenant, rien. Elle a ouvert Instagram. Les notifications avaient ralenti. Quelqu'un l'avait détagué d'une photo de la conférence du mois dernier. Une ancienne collègue qu'elle avait autrefois encadrée a posté une story de la réunion d'équipe au lac d'Annecy. Jeanne n'avait pas été invitée. Ils avaient appelé cela un séminaire de leadership logistique et ils n'avaient même pas pris la peine de prétendre qu'elle était la bienvenue. Elle a fait défiler plus loin, a trouvé un commentaire sous l'un des posts de l'entreprise d'un fournisseur bien connu dans le domaine.
Alors qu'une entreprise comme celle-ci n'a pas vérifié ses risques d'acquisition, on penserait que quelqu'un de l'équipe aurait signalé les conflits de pays plus tôt. Pas de nom, mais tout le monde dans l'industrie saurait. Le monde de la logistique était petit. Tout le monde connaissait tout le monde. Et les réseaux de chuchotement, brutaux. L'un des développeurs avec qui elle travaillait, Benoît, un gadou avec un sens de l'humour sec, avait posté un tweet ce matin-là. C'est drôle comme les codeurs silencieux finissent toujours par être des mines terrestres. Respectez ceux qui continuent de construire en arrière-plan. Ils possèdent plus que vous ne le pensez. Il avait plus de 800 likes. Jeanne a posé son téléphone et s'est assise en silence. Pas le genre qui vient avec la paix, mais le genre qui vous serre la gorge comme du plastique. L'email du service juridique était toujours non lu. Ligne d'objet, demande de conformité, avis de restriction d'accès. Elle ne pouvait pas se résoudre à l'ouvrir. Même les murs de la maison semblaient faux maintenant. Trop stériles, trop arrangés. Un musée de choses qu'elle avait choisies mais jamais vraiment possédées. Et quelque part dans cette maison, peut-être au sous-sol, peut-être au grenier, peut-être enfoui dans un disque de sauvegarde, se trouvait le code dont elle se moquait. Celui qu'il avait construit tard dans la nuit, seul, pendant qu'elle lui disait de faire une pause ou de faire quelque chose de normal pour une fois. Maintenant, ce code lui avait pris son emploi, sa réputation, sa crédibilité, et aucune de ses connexions ne lui répondait plus. Elle était soudainement incroyablement seule. Le genre de solitude que l'on ne peut pas embellir avec un filtre. Elle portait sa plus belle blouse, l'avait repassée 2 fois, l'avait assortie de clous de perles et de talons nudes. Silencieuse, professionnelle, oubliable, exactement comme les RH aimaient. La dernière fois qu'elle était entrée dans la salle de réunion vêtue ainsi, c'était pour sa réunion d'intégration. Son patron avait fait une blague sur les étoiles montantes, et quelqu'un des RH avait dit « Nous attendons de grandes choses ». Cette fois, personne n'a plaisanté. La longue table s'étendait devant elle comme un tribunal. Le conseiller juridique était assis à l'extrémité, flanqué des RH d'un côté et du CO de l'autre. Son patron n'était pas à sa place habituelle. Il était sur le côté, sans carnet à la main, ne levant pas les yeux. Personne n'a offert de café. Jeanne a commencé l'avocate. Merci d'être venue. Cela ne prendra pas longtemps. Pas de salutations, pas de bavardage, juste droit au but. Nous menons un examen de conformité concernant votre implication dans le projet défense. Avant de poursuivre, nous avons besoin de clarté sur un point critique. Jeanne a hoché la tête, la mâchoire serrée. L'avocate a joint les mains. Avez-vous sciemment influencé les priorités internes, stratégiques ou techniques, tout en sachant que votre conjoint avait des liens de propriété historiques ou légaux avec l'API en cours d'acquisition? Jeanne s'est figée. Je ne savais pas qu'il le possédait toujours, a-t-elle dit avec précaution. Nous sommes mariés, mais nous sommes financièrement séparés depuis des années. Je n'ai vu aucun relevé. Je ne faisais pas partie de sa SARL. Ce n'est pas ce que nous avons demandé. La représentante des RH l'a interrompu, la voix sèche. Nous demandons si, à un moment donné, vous étiez consciente de son implication antérieure ou continue avec la plateforme sous-jacente. Jeanne a regardé son patron. Rien. Aucune expression. Juste des notes. Elle a réessayé. C'est un développeur. Il bricolait, mais j'ai toujours supposé qu'il était passé à autre chose. Je n'ai jamais vu de contrat. Il n'a jamais. Le conseiller juridique a coupé court. Vous utilisez le terme héritage adjacent dans plusieurs mémos internes. Ce n'est pas un terme utilisé par des observateurs occasionnels. C'est technique. Cela implique une familiarité. J'ai appris ça lors de nos réunions avec les fournisseurs. Votre mari a-t-il déjà discuté des conditions de licence avec vous? Non. Vous en êtes sûr? Oui. L'avocate a tapoté sa tablette. Quelques secondes plus tard, une page imprimée a glissé sur la table du dossier de la représentante des RH. Des messages Slack surlignés. Jeanne a fixé ses propres mots dans des bulles grises. Accélérons. Le fournisseur est un non-problème. Mon mari n'est qu'un amateur qui a vendu du code il y a des millions d'années. Croyez-moi, ce n'est pas un territoire de conflit. Il ne sait même pas que nous l'utilisons. Sa poitrine s'est serrée. Elle avait oublié cela. Elle les avait dit rapidement lors d'une réunion de sprint en soirée, essayant d'impressionner le CTO et de maintenir l'élan. Elle n'avait jamais pensé que ces messages referaient surface.
Pas comme ça. L'avocate a attendu. Considérez-vous ces déclarations appropriées compte tenu de ce qui a été découvert? Je ne voulais pas dire. Nous savons ce que vous vouliez dire, a dit platement la RH. C'est le problème. Son patron a finalement parlé, calmement et sans émotion. Nous votons pour vous placer en congé administratif illimité avec effet immédiat en attendant les résultats de l'audit final. Jeanne a cligné des yeux. C'est tout? Nous mettrons à jour vos autorisations d'accès dans l'heure. Vous recevrez un avis de suivi des RH d'ici la fin de la journée. Il n'y a pas eu de théâtralité, pas de voix élevée, juste un processus. Elle s'est levée. Personne ne l'a regardée. Elle a quitté la pièce sur des jambes qui ne semblaient plus attachées à rien. De retour à son bureau, son badge fonctionnait toujours, mais à peine. L'accès au disque interne était déjà révoqué. Le calendrier effacé. Le compte de messagerie désactivé. L'écran de son ordinateur portable a clignoté une fois, puis s'est éteint. Elle s'est assise, fixant le reflet dans le verre noir. Pas de larmes, juste l'écho de ses propres mots maintenant transformés en armes contre elle. Ce n'est qu'un amateur. La phrase qui a défait sa carrière, un message Slack à la fois. Elle avait essayé de l'effacer avec des mots désinvoltes. Maintenant, l'entreprise lui avait rendu l'appareil avec des mots cliniques. La boîte sur son bureau était trop petite pour ce qu'elle avait apporté à cet endroit, mais beaucoup trop grande pour ce avec quoi elle partait. Quelques photos encadrées, des sourires coupés qui ressemblaient maintenant à des mensonges. Une tasse fissurée qui disait le boss babe en cursive rose. 2 épingles qu'elle avait volées du bureau des RH sans le vouloir. Le reste était numérique, et cela avait déjà été effacé. Elle bougeait mécaniquement. Pas de flamboyance, pas de mots de fin, juste le froissement sourd des papiers de démission qui se pliaient dans le carton. Personne n'a dit au revoir. Pas vraiment. Quelques-uns ont jeté un coup d'œil dans sa direction quand elle est passée, mais sont rapidement revenus à leurs écrans comme si elle était contagieuse. Elle ne pouvait pas les blâmer. On ne peut rester longtemps à côté d'une maison en feu sans sentir la fumée. Elle a tourné le coin près du hall et a aperçu la fenêtre avant. Vert du sol au plafond, autrefois un symbole d'ouverture, maintenant un miroir sans teint sur son humiliation. Dehors, se tenant comme s'il avait tout le temps du monde, se trouvait son mari. Les mains dans les poches de son manteau, les épaules carrées, la tête légèrement penchée comme s'il regardait un déraillement de train au ralenti. Il n'a pas salué. Il n'a pas bougé, il a juste attendu. Elle s'est figée. Il ne l'avait pas contactée une seule fois depuis cette nuit dans la cuisine. Pas d'appel, pas de SMS, pas même pour se vanter. Et pourtant, d'une certaine manière, elle savait que ce n'était pas accidentel. Il savait qu'elle serait là aujourd'hui. Il connaissait probablement l'heure exacte à laquelle elle sortirait. Et maintenant, il était là derrière elle, des pas. Son patron s'est approché, le téléphone collé à l'oreille. Elle s'est juste assez tournée pour regarder la scène se dérouler. Il était au milieu d'un appel, hochant la tête, le front plissé. Puis est venue la pause, le genre qui ne se produit que lorsque l'autre ligne livre quelque chose de trop percutant pour être manqué. Il s'est lentement tourné vers la vitre. L'a vue. La reconnaissance a frappé comme une vague. On pouvait le voir dans ses yeux. L'instant exact où il a réalisé que l'homme calme et poli que son employé vedette avait balayé d'un juste là avait été partout depuis le début. L'homme qu'il pensait être un inoffensif plus avait été l'architecte de la plateforme, le propriétaire de l'API, la raison pour laquelle leur accord de 6 mois était en lambeaux, et le fantôme derrière chaque appel paniqué d'investisseurs depuis lundi. Son patron a lentement baissé la main, le téléphone toujours ouvert, son visage prenant la couleur du ciment mouillé. Dehors, son mari n'a pas souri, n'a pas fait de geste, a juste fixé. Le silence entre eux a coupé plus profondément que n'importe quel dernier mot n'aurait jamais pu le faire. Et puis, après une longue et brutale seconde, il s'est retourné et est parti. Pas vite, pas triomphant, juste fini. La vitre a retenu son image rémanente un instant de plus. Elle est restée là, serrant sa boîte en carton à 2 mains, le souffle coupé, entourée d'une entreprise qui ne la voulait plus dans une carrière qu'elle ne pouvait plus sauver. Pas de scandale, pas de gros titres, juste un effacement doux et dévastateur. Il n'a jamais élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Il avait construit en silence puis, tout aussi silencieusement, avait démantelé tout ce qui l'entourait avec une seule clause et un seul regard à travers la vitre.